toute l'histoire du capital est l'histoire de la modernisation du capital. À chaque crise, le capital se modernise. Il devient de plus en plus totalitaire. Il devient de plus en plus économie-monde. En 1914, le capital est devenu domination réalisée de la marchandise et le capitalisme financier a avalé le capitalisme industriel. Tout ça est dans le capital. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, dans sa forme la plus précise, la plus exacte, Forum de Davos, ingénierie sociale, messianisme pathologique du mondialisme de la marchandise, gouvernement mondial, 6e chapitre du Capital, Charles Marx, 1868. Tout ce qui est là a été prévu. Et ça n'a pas été prévu parce que Marx est un démiurge. Ça a été prévu parce que les groupes radicaux qui exprimaient la longue histoire des luttes de classe, à travers Hegel, à travers Marx, avaient compris cette radicalité qui fait que toute l'histoire est la dialectique des forces productives de l'aliénation. Et donc, aujourd'hui, le capital ne peut plus se restructurer dans une forme supérieure. Et que nous dit Marx? Quand le capital atteint le point où il ne peut plus se restructurer dans une forme supérieure, il se met en jachère, il se met en friche pour liquider sa surproduction. Et pour liquider sa surproduction et tenter de redémarrer. L'économie du capital est fondée sur la consommation du désir aliéné. Il y a eu un temps, le temps de la domination formelle, où le capital était épargne, accumulation, économie, pour lancer la grande machine vampirique du capital moderne. Et à partir de la domination réelle qui s'est réalisée au XXe siècle jusqu'au triomphe de la révolution capitaliste du gauchisme de la marchandise en 1968, qui a évacué la grève sauvage radicale pour effectivement nous imposer la forme supérieure de la réification, de la chosification, tout ce que Marx a positionné dans le capital, la PMA, la GPA, le puçage, le truc queer, là, je ne sais pas comment on dit, tout ça c'est dans le capital. Ça s'appelle la cybernétique du capital. Et j'en reviens à cette expression essentielle du génitif. Les langues indo-européennes, dans toutes leurs formes, ont un support linguistique de radicalité qui renvoie au logos, c'est le génitif. Le génitif, dans toutes les langues indo-européennes, nous donne la genèse de l'espace-temps, du déployé radical de toutes les significations de transcendance. Le génitif. Quand Hegel et Marx disent l'économie de la crise de l'économie. La crise de l'économie renvoie à l'économie de la crise qui renvoie à la mort du capital. Nous sommes face à la crise du capital universel qui ne peut plus se reproduire. Et le grand sujet dont on va parler, c'est le grand retour historique du prolétariat révolutionnaire. Pourquoi le capital nous enferme dans un camp de concentration, d'asepsie, de frayeur, de contrôle, de vaccin et d'immobilisation? Parce que le grand danger, c'est le retour de la lutte des classes, le grand retour historique du prolétariat révolutionnaire dont les Gilets jaunes ont été un préambule. Mais toute cette histoire commence en 2018 avec les taux d'intérêt négatifs. Et les taux d'intérêt négatifs, c'est le livre 3 du Capital. Marx, dans le livre 3 du Capital, a prévu les taux d'intérêt négatifs quand, au bout de toutes les crises de restructuration du capital en domination réelle, à un moment donné, j'ai l'effondrement de toute la fictivité bancaire et monétaire internationale, j'ai les taux d'intérêt négatifs, j'ai donc les gilets jaunes. Et j'ai les gilets jaunes qui sont l'incendie social du prolétariat mondial qui commence à partir du prolétariat de France. Et la tyrannie sanitaire, c'est l'étouffoir pour empêcher le ressurgissement de cette colère infinie qui va faire effectivement surgissement de radicalité infinie. Et il existe une lutte de classe mondiale entre la classe capitaliste du cosmopolitisme de la marchandise et le prolétariat mondial. Et il va falloir expliquer aux gens ce qu'est le prolétariat, parce que personne ne comprend ce qu'est le prolétariat. Alors, si vous voulez, il faut comprendre, et là encore, on en revient aux textes fondamentaux du groupe Marx-Engels dans la Première Internationale, face à Proudhon, face à Bakounine, face à Considérant, face à toutes les sectes constructivistes d'une nouvelle économie et d'une nouvelle politique. Parce que, bon, il faut toujours se rappeler que le Capital a pour sous-titre critique de l'économie politique. Dans la Première Internationale, vous avez toute une série de faunes, de chapelles,
de confréries qui ne voient dans la misère que la misère et qui veulent réformer l'économie ou réformer la politique. Donc, réformer la prison salariale. Engels et Marx nous disent le salariat, c'est pire que l'esclavage. L'esclave est vendu une fois pour toutes, le salarié doit se vendre tous les jours. Le salariat, ce n'est pas une forme d'amélioration de l'esclavage. C'est une forme paranoïaque encore pire. L'esclave n'est jamais au chômage. À partir du moment où l'esclave a été acheté, il doit être rentabilisé de sa naissance à sa mort parce qu'il a coûté et je suis obligé de gérer sa bonne traitance globale. Alors bien évidemment, à Rome, j'ai quelques cas extrêmes où le maître peut être abominable, mais le bétail esclavagiste est bien géré parce qu'il faut préserver, l'investissement. Quand le capitaliste achète le salarié, il n'achète pas le salarié, il achète le temps de travail du salarié. C'est-à-dire que, à partir du moment, et c'est d'ailleurs ce qui fonde l'exploitation, c'est ce qui fonde la baisse du taux de profit, c'est ce qui fonde toute la logique historique du développement de la marchandise. Je peux exploiter un homme, je ne peux pas exploiter une machine. Si je fais travailler un salarié et qu'il travaille 8 heures, je vais lui en payer 4 et je vais lui en confisquer 4. C'est la plus-value. Je peux exploiter l'homme. Si j'ouvre la machine et que je la mets en mouvement, chaque seconde de la machine me coûte parce que la machine s'use. Je ne peux pas exploiter une machine. Chaque seconde du temps de travail de la machine me coûte. Par contre, le temps de travail du salarié exploité par le processus d'extorsion de la plus-value fait que je peux, et c'est ce qui crée l'incrément de valeur, c'est ce qui crée la plus-value, je te fais bosser 8 heures, mais je ne t'en paye que 4. Et je te paye les 4 heures qui te permettent de te reproduire. Et d'ailleurs, si je te fais bosser, que je te paye et que je te garde, c'est que entre ce que tu as produit et ce que je te paye, j'ai conservé quelque chose de supérieur. Parce que si je ne conservais pas quelque chose de supérieur, je ne vois pas pourquoi je te ferais travailler. Ça ne m'apporterait rien. Donc, le capital peut, à tout moment, foutre à la poubelle des millions de prolétaires dans la grande restructuration du chômage, puisque ce qu'il achète, ce n'est pas le prolétaire, contrairement à l'esclavagiste qui achète un esclave, ce qu'il achète, c'est du temps de travail. Donc, à partir du moment où le prolétaire a produit le temps de travail acheté, on peut le foutre à la poubelle, en prendre un autre, ne plus en prendre, etc. Donc, c'est cette gigantesque imposture de la démocratie du progrès qu'il faut comprendre. La situation de l'esclave est bien évidemment abominable, mais la situation du salarié est encore pire, puisque le salarié est astreint à une prostitution universelle active de tous les temps et de tous les moments. Qu'est-ce que le prolétariat là-dedans? Parce que il faut que les gens comprennent que quand Marx a défini la catégorie du prolétariat dans le cadre de ces groupes radicaux de la Première Internationale, il n'a pas défini une catégorie sociologique de mecs qui avaient des bleus de travail, plein de graisse et dégueulasses dans une usine métallurgiste. Le prolétariat n'est pas une catégorie sociologique, c'est une catégorie historique. Le prolétariat, c'est les prolesses. Nous sommes tous des prolesses. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que dans cette lutte contre la tyrannie sanitaire du capital, un moment essentiel a été l'attaque de l'inoculation capitaliste du liquide satanique aux enfants. Prolesse, le prolétaire, c'est celui qui n'a rien d'autre que ses enfants. C'est quoi un prolétaire? C'est quelqu'un qui n'a aucun pouvoir sur sa vie et qui est astreint à la prostitution universelle du salariat et qui, tous les jours, doit aller se vendre pour survivre dans la misère du camp de concentration salariale. Donc, le prolétaire, ce n'est pas du tout l'ouvrier métallurgiste du Nord qui a disparu dans la restructuration sidérurgiste des années 77. Le prolétariat universel, c'est l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Je veux dire que les gens n'ont pas lu Marx. Donc, quand les gens parlent de classe, ils parlent de niveau de revenu. Alors, si vous lisez par exemple le texte de Marx, Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte,
qui parle de la France du 19e siècle, qui est donc la France de la domination réelle de la marchandise. Il y a la petite bourgeoisie, il y a la moyenne bourgeoisie, il y a la grande bourgeoisie, il y a la petite paysannerie. Ça, ce n'est pas le temps du capital, c'est le temps de la domination formelle du capital, c'est le temps où le capital n'est pas le capital. Et le capital, en 1914, dans le cadre du premier charnier mondial, fait surgir la modernité démocratique du triomphe dictatorial de la valeur d'échange. C'est enfin le capital, vraiment capital, qui surgit en 14, qui ne va pas cesser à travers les deux guerres mondiales jusqu'à la révolution capitaliste de 1968, à créer la modernité, le gauchisme de la marchandise comme laboratoire de recherche du capital, et on a aujourd'hui la vraie modernité du capital. Dans la vraie modernité du capital, toutes les couches sociales et toutes les classes du 19e siècle ont disparu. Il n'y a d'ailleurs même plus de bourgeoisie. La bourgeoisie n'existe plus. Ce que dit Marx, c'est qu'à partir de 1914, la bourgeoisie est supplantée par une classe nouvelle qui s'appelle la classe capitaliste, anonyme et impersonnelle. Les gens qui aujourd'hui dirigent le monde ne sont plus des bourgeois, la bourgeoisie a disparu. Monsieur Michelin, monsieur Citroën, monsieur Renault, ça n'existe plus. J'ai des conseils d'administration anonymes et impersonnels avec des larbins des conseils d'administration du capital. Quand il y a une réunion à Davos, à Bilderberg ou ailleurs, ces gens-là n'ont aucun pouvoir. Ce sont des incultes, ce sont des abrutis, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Ce sont les employés de bureau de la dictature mondiale de la marchandise. Les gens qui croient qu'à Davos, on a là l'état-major central des décisions n'ont rien compris. Ce sont des employés de bureau, ce sont les porteurs de valises, ce sont les larbins d'écriture qui viennent formaliser ce qui est décidé par l'automouvement cybernétique de la machinerie capitaliste irresponsable, de l'automatisme de la valeur d'échange. Macron n'a aucun pouvoir, Rothschild n'a aucun pouvoir, la Banque internationale n'a aucun pouvoir. Ce sont des codifications d'écriture, de formalisation des décisions. Mais c'est le diktat de la marchandise qui décide. C'est le diktat de la marchandise qui décide. Parce que la valeur d'échange, comme satanisme de la marchandise, comme la bête, c'est la bête qui dirige. Ce n'est pas les larbins de la bête. Donc, il faut bien comprendre ce que dit Marx quand il nous explique que la domination réelle a liquidé la bourgeoisie et qu'elle a créé cette classe capitaliste, mais qui n'a pas de pouvoir, qui n'est simplement là que pour formaliser les décisions immanentes de l'automouvement aliénatoire de la marchandise, de cette fameuse valeur d'échange qui est le diktat absolu. Et qu'est-ce que le prolétariat? Eh bien, Marx nous dit, en domination réelle, le prolétariat, c'est l'ensemble de l'humanité. C'est l'ensemble de l'humanité. Le paysan ruiné par la taxe bruxelloise, le petit commerçant ruiné par les déstructurations des grandes surfaces. Le prolétariat, ce n'est pas simplement l'ouvrier. Le prolétariat, c'est l'ensemble de la population qui est prise en charge dans une gigantesque dynamique automate du capital terroriste de la valeur d'échange, qui n'a aucun pouvoir sur sa vie et qui n'a que les prolesses, les enfants, comme ligne d'appartenance historique. Donc aujourd'hui, il n'y a que deux classes à l'échelle mondiale, la classe capitaliste et le prolétariat. Et les gilets jaunes, alors ceux qui font de la sociologie de bas niveau et qui n'ont pas lu la question du logement de Marx et de Engels ne comprennent pas que le paysan ruiné, le commerçant ruiné, même l'avocat ruiné, tout le monde dans la grande dynamique automate de la cybernétique du capital est devenu prolétaire. Est prolétaire tout homme écrasé par la dictature de la marchandise qui n'a plus aucun pouvoir sur sa vie. Nous sommes tous le prolétariat. Nous sommes tous le prolétariat face à la classe capitaliste. Et le grand sujet qui est le grand retour historique du prolétariat, et là je réponds à votre question, c'est que ce que montre Marx, c'est qu'il y a des temps de décalage. Jamais le prolétariat ne surgit comme ça dans un mouvement qui, d'emblée et tout de suite, va au bout de sa logique. Il y a toujours toute une série de défaites qui font qu'à partir de là, il y a des retours en arrière, il y a des cheminements dialectiques de retour sur eux-mêmes qui font qu'à un moment donné, ça ressurgit dans le décalage. Donc, les gilets jaunes ont surgi.
les gilets jaunes ont été écrasés lorsque, quittant cette périphérie urbaine des vrais centres prolétariens, ils sont arrivés dans les métropoles boboïstes de la révolution mondialiste, et où on les a enfermés dans le LGBTisme, l'écologisme, toutes ces conneries-là. On a étouffé. Quand le prolétariat de la banlieue de Bordeaux, ou quand le prolétariat de la banlieue de l'Oise arrivait à Paris, il arrivait en zone ennemie. Il arrivait dans une zone d'asphyxie, où on le noyait dans les langages, dans les codes, dans les réformations de l'écolo-boboïsme du capitalisme vert, sur lequel on reviendra. Donc, il a été écrasé. C'est beaucoup plus les ateliers constituants de la démocratie directe, du débilisme réformisme et du LGBTisme bobo du capitalisme vert qui ont écrasé les gilets jaunes que les LDBT, que les LDB, que les LBD, je ne sais plus comment on dit. BD 40. C'est pas la répression policière qui a écrasé le mouvement. C'est la dilution idéologique dans un magma contre-révolutionnaire. Donc, il y a toute une désespérance, il y a tout un recul. Ça ne peut pas ressurgir comme ça du jour au lendemain. Aujourd'hui, on a la tyrannie sanitaire. La plupart des gens s'opposent à la tyrannie sanitaire du point de vue du refus de la tyrannie sanitaire. Les gens partent dans les rues en disant « à bas la dictature, vive la liberté ». C'est ça, oui. Sauf que nous savons que la liberté est la forme supérieure de la dictature. La liberté, c'est la liberté narcissique de la valeur d'échange atomisée. Le premier texte radical de Marx, critique de l'État hegelien, question juive, à bas la liberté, à bas l'égalité, à bas la fraternité. Qu'est-ce que la liberté? C'est la liberté de la valeur d'échange. Qu'est-ce que l'égalité? C'est l'égalité des valeurs d'échange. Qu'est-ce que la fraternité? C'est la fraternité aliénatoire des valeurs d'échange. Donc, la culture historique, les mouvements révolutionnaires écrasés, les gens redémarrent avec une conscience historique nulle. Au lieu de comprendre que la tyrannie est la forme supérieure de la liberté, ils disent « ah ben la tyrannie, vive la liberté ». Sauf que Marx et Orwell nous ont appris que la liberté, c'est l'esclavage. La liberté, c'est l'esclavage de la valeur d'échange triomphante. Demain, dans une société émancipée, nous serons dans l'être, nous ne serons pas dans la liberté. La liberté, c'est la rencontre sur l'agora des choses où les marchandises se confrontent humainement, érotiquement, esthétiquement, pour se négocier le trafic narcissique de l'économie des rencontres. Dans la communauté humaine, il n'y a ni liberté, ni égalité, ni fraternité qui sont des impostures. Il y a la vraie vie de l'être émancipé. Donc aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, la contestation renaît, mais enfermée dans l'idéologie de l'imposture sanitaire. Ceux qui critiquent la tyrannie sanitaire la critiquent du point de vue sanitaire. C'est-à-dire que la classe capitaliste mondiale a inventé le mensonge du Covid et de ses variants successifs. Et la contestation dit « mais non, c'est pas vrai, on nous ment, et on nous ment parce qu'on veut nous asservir dans un contrôle social à la Davos infini ». Les deux sont dans la même imposture sanitaire parce que les deux ne nous permettent pas de poser la question essentielle, baisse du taux de profit, crise du capital. Il n'y a pas de tyrannie sanitaire, il y a une tyrannie sanitaire de la crise mondiale du capital. Donc, tant que je positionne mon refus de la tyrannie sanitaire du point de vue de la tyrannie sanitaire, je suis prisonnier du fétiche que je prétends contester. Donc, je n'avancerai pas. Le mouvement va ouvrir la porte de la radicalité quand il va passer de la dénonciation de la tyrannie sanitaire à la dénonciation des mensonges de la tyrannie sanitaire, en disant « mais non, ce truc-là est une gigantesque imposture du spectacle de la marchandise pour nous empêcher de voir que l'économie du capital est en train de crever, que le capital ne peut pas redémarrer et qu'il n'y a de riposte à la tyrannie sanitaire du capital dans sa crise que par le grand retour historique du prolétariat révolutionnaire qui vise à imposer le communisme, c'est-à-dire l'abolition de l'État, l'abolition de l'argent et la reprise de toute cette histoire de la Première Internationale, à bas la gauche du capital, à bas la social-démocratie, à bas le bolchevisme, à bas le léninisme, à bas le maoïsme, à bas le stalinisme. Bref, la gauche du capital, qui a été le laboratoire de recherche de la modernisation du capital, est le pire ennemi du prolétariat. Et Marx, c'est l'anti-Lénine,
comme nous l'avons dit dans la précédente émission que nous avons fait ensemble, Jésus, c'est l'anti-Calvin. Jésus, c'est l'anti-Calvin. Marx, c'est l'anti-Lénine. Et le grand enjeu de la période actuelle, c'est le ressurgissement des luttes de classe. Est-ce qu'on va se battre pour revenir à avant, c'est-à-dire à une prison salariale sans masque et non pucée, c'est-à-dire on va revenir à une servitude politique et économique acceptable? Non. C'est le fait que l'économie politique du capital est en crise qui nous a créé cette tyrannie sanitaire, et parce que nous sommes des hommes de conscience et de radicalité, nous savons que derrière la tyrannie sanitaire, il y a la tyrannie de la baisse du taux de profit et de la crise mortelle du capital. Le capital est rentré en crise mortelle. Il ne peut pas se restructurer. Du XIIIe siècle à 2018, le capital n'a pas cessé de se restructurer dans l'économie aliénée de la consommation du désir réifié. Et là, il bute. Il ne peut plus. Et comme il ne peut plus, il nous enferme dans la peur et la frayeur, parce que la grande colère qui va naître, le seul moyen pour lui de la briser, Marx, Orwell, Barcelone 37, la grève sauvage en 68, c'est de briser notre autonomie radicale pour un monde qui va enfin s'insurger contre le règne de la quantité marchande. Nous ne pourrons retrouver la Trinité, l'incarnation, l'amour de l'être, cette jouissance érotique des communions entre le divin et l'humain, pour chasser à jamais les marchands du temple de la marchandise, que parce que nous allons élaborer le surgissement dialectique de la communauté de la jouissance de l'être contre tous les royaumes du règne de la quantité. Et c'est ça qui est en jeu. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez trois courants qui sont en train de surgir de manière contradictoire. On a la classe capitaliste de la tyrannie sanitaire. On a la totalité de l'arc politique de l'ultra-gauche à l'ultra-droite qui accompagne en disant oui, le vaccin pour tout le monde, sauvons la population, tout le monde est dans cette tyrannie sanitaire, tous ceux qui acceptent la tyrannie sanitaire. De l'autre côté, vous avez ceux qui la contestent, mais du point de vue sanitaire ou simplement du point de vue du contrôle social, mais qui n'ont pas compris que cette tyrannie sanitaire n'est pas un contrôle social, ça n'est pas une ingénierie sociale, ça n'est pas un messianisme, ça n'est pas un totalitarisme de Davos, c'est le messianisme de la marchandise, c'est l'ingénierie sociale de la marchandise, c'est le Davos de la marchandise. Et j'en reviens au génitif. Aujourd'hui, celui qui n'est pas capable d'accomplir la compréhension dialectique du génitif ne comprend rien. Tout est dans le génitif. Le de la marchandise, tyrannie sanitaire de la marchandise, réinitialisation de la marchandise, ingénierie sociale de la marchandise, messianisme de la marchandise. Tous ceux qui nous enferment dans une contestation qui oublie le génitif nous ramènent au point de départ pour que nous ne comprenions pas la radicalité du grand retour historique du prolétariat pour l'abolition de l'État, pour l'abolition de l'argent, pour le retour à la vérité insurrectionnelle de ce que Engels, dans les origines du christianisme primitif, nous positionne, l'apocalypse de Jean, la récusation du signe de la bête, la radicale dénonciation du fétichisme de la marchandise, le retour au communisme intégral qui a été positionné par les communards de 1871, la compréhension de la triade dialectique de l'incarnation telle qu'elle est posée par la trinité radicale du Christ révolutionnaire, tout se tient. Et c'est pour ça que le bouquin que j'avais sorti, qui prévoyait tout ça, avait pour titre commentaire sur l'extrême radicalité des temps derniers, les temps derniers. Charles Marx, le Christ radical, l'Apocalypse, la crise terminale du capital. Aujourd'hui, ceux qui ne comprennent pas que ce qui est en jeu, c'est la mort de l'économie, il faut tuer l'économie politique, à bas l'économie, à bas la politique, retour à une vraie communauté humaine débarrassée de l'argent et de l'État. Contre la tyrannie sanitaire, de la pourriture dominante de l'économie politique dominante, à bas la politique, à bas l'économie. Il ne faut pas retrouver une forme de politique, il ne faut pas retrouver une forme d'économie, parce que la politique, c'est l'esclavage, parce que l'économie, c'est l'aliénation. Il faut ouvrir cette perspective radicale. Le Christ, la première internationale, Charles Marx, Simone Veil, Rosa Luxembourg,
en avant pour la destruction radicale de toute la pourriture marchande contemporaine. Ils étaient dans la crétinisation absolue de la reproduction fétichiste de la vie insignifiante. Préparer les vacances, le pavillon, le chien, les belles voitures. Ils avaient une belle voiture, tout allait bien. Tout allait bien dans le néant érotique de la reproduction aliénatoire du couple. Et d'un seul coup, grâce à cette tyrannie sanitaire qui est la tyrannie sanitaire du capital, ils ont été obligés de s'interroger. Le monstre machinique de la capitalisation s'est arrêté. On s'est retrouvé en télétravail si on était relativement privilégié, ou on s'est retrouvé si on était par exemple menuisier ou aide-soignant dans des situations de difficulté. Mais d'un seul coup, on a dû, et ça c'est la maïeutique de la verticalité. C'est ce que dit Marx, le capital nous a tellement horizontalisés que nous avons perdu toute vie intérieure en lettres génériques. La grande dimension du fétichisme de la marchandise, c'est qu'il fait disparaître, dit Marx, toute vie intérieure en lettres génériques. On n'est plus que des objets d'accumulation, de la grande misère spectaculaire de l'accumulation. Et là, des couples, mais des milliers de couples, des millions de couples à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde s'interrogent. Ma relation d'amour, qu'est-ce que c'est? Mes enfants, qu'est-ce que c'est? Le travail, qu'est-ce que c'est? On a donc des millions de gens qui étaient profondément réactionnaires, abrutis, dociles, qui étaient les ambassadeurs au quotidien de la laudation marchande et qui se sont inversés à eux-mêmes et qui aujourd'hui, à partir du masque, à partir du pass sanitaire, à partir de toutes ces obligations étouffantes, sont en train de se poser la question, mais qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'essentiel? Donc, on a là ce que Marx dit quand il dit « la force la plus révolutionnaire, c'est la pourriture capitaliste en décomposition ». Quand le capital, avant de rencontrer cette crise terminale, dans cette phase délirante de la consommation aliénatoire, des joies ludiques, de la servitude infinie, offrait entre 68 et 88 les vacances, les maisons, les robes, les chaussures, les parfums, les restaurants, les cinémas, et que les gens consommaient dans l'inanité la plus vide et la plus pestilentielle. Il ne pouvait pas y avoir d'interrogation radicale. Là, le capital bute sur lui-même. Il ne peut plus se reproduire, il ne peut donc plus reproduire la mythologie des joies aliénatoires de la consommation débile. Des milliers de gens sont en train de devenir progressivement révolutionnaires sans le savoir, parce que d'un seul coup, ils se posent la question essentielle du sens de la vraie vie. Ils retrouvent le Christ et ils retrouvent Marx. Parce qu'il y a 2,68. Il y a le 68 de la grève sauvage radicale qui dit « abat la marchandise » et il y a le 68 du gauchisme de la marchandise qui dit « allez, vous entrez dans la grande consommation narcissique de l'objet réifié ». Le mai 68 radical avait été oublié. Il revient à travers les gilets jaunes, il revient à travers la crise de la tyrannie sanitaire du capital, tout se redessine, tout éclate, tout se déstructure, plus rien ne tient. Les 70% d'abstention, ce n'est pas simplement à un moment donné, au niveau du crétinisme de la sociologie politique, de l'aliénation électorale, un moment où le bétail s'est emmerdé et il n'a pas voulu aller faire votation. C'est un signe historique stratégique de très très longue durée. Une tempête gigantesque est en train de se préparer. Le pass sanitaire, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le pass sanitaire de l'esclavage salarial. Je dois tout dialectiser à partir du génitif. Je dois tout recomposer par rapport à la lutte de classe et par rapport à la tyrannie du spectacle de la marchandise. Si je fais ça, il y a quelque chose de gigantesque, tout devient compréhensible. Tout devient compréhensible. Et puisque tout devient compréhensible, tout devient appréhendable. Et puisque tout devient appréhendable, tout devient renversable. Nous sommes entrés dans une phase de guerre sociale généralisée. Macron a déclaré la guerre au prolétariat. Ils veulent l'avoir
mais pas comme il la souhaitait. Parce que nous sommes rentrés dans un processus de contestation, de fermentation, de cristallisation, de samedi en samedi, de semaine en semaine et de mois en mois. Le capital qui est en train de s'effondrer, même s'il multiplie la tyrannie sanitaire de son contrôle social, il ne pourra pas continuer à reproduire la formation sociale dictatoriale qui le rend nécessaire. Et alors, on a le pass sanitaire, on a la crise sanitaire du capital, mais on a le mensonge écologique du capital. Si je dis aux gens qui est Marcel Leroux, dans la critique de l'indistinction, j'avais parlé de Marcel Leroux. Marcel Leroux était, à l'époque, je crois qu'il a dû décéder en 2008. C'était un des plus grands climatologues qu'on avait eu, un homme humble, un homme modeste, qui travaillait non pas pour le spectacle médiatique du crétinisme, de l'abrutissement, mais qui travaillait sur de véritables investigations de méthode. Alors, nous savons tous que le réchauffement climatique, à partir du moment où on a bossé un tout petit peu, le réchauffement climatique n'a aucun rapport avec le carbone, qu'il est lié au positionnement cyclique des positionnements planétaires. Nous savons qu'il y a eu une période glaciaire sous Louis XIV, qu'il y avait une période de réchauffement au Moyen-Âge, puis une autre période de réchauffement. Donc, on est dans la dialectique traditionnelle du mouvement cosmique des planètes. Mais derrière le pass sanitaire, la dictature du capitalisme vert. Le capital, dans le cadre de cette baisse du taux de profit qui a totalement paralysé la planète marchande, dans l'effondrement économique, dans l'effondrement monétaire, dans l'effondrement bancaire et dans l'effondrement industriel, se retrouve avec une saturation du marché mondial qui est délirante. Donc le capital, et là on retrouve ce que dit Marx dans le 6e chapitre, il n'y a pas le capitalisme privé et le capitalisme d'État. La cybernétique du capital, parfois se déconstruit, elle se décongèle, elle se fluidifie, et puis parfois, elle se restructure dans une centralisation étatique. Aujourd'hui, le capital ne peut pas s'en sortir. Il y a la tyrannie sanitaire, du contrôle social capitaliste, mais le capital ne peut plus vendre. Le redéveloppement économique se fait sur la circulation des marchandises, mais pas sur la valorisation des marchandises. L'économie a redémarré, il y a des marchandises qui circulent, mais l'objet du capital, ce n'est pas que les marchandises circulent, c'est qu'elles valorisent un taux de profit. Or, rien ne redémarre. Donc, quel est le grand fantasme, en même temps que la grande pathologie spectaculaire du chaos sanitaire, c'est la grande pathologie du chaos, de la restructuration mondiale. On va détruire l'industrie automobile classique pour substituer au moteur à explosion le moteur électrique. Parce que le capital qui n'a pas de conscience historique, qui n'a que des instincts immédiats de pression sociale, va obliger par dictature administrative à la mise au rebut de tous les moteurs classiques et l'obligation dictatoriale, totalitaire et policière du moteur électrique. Ça va certes, à un moment donné, donner l'impression que la saturation des marchés est résolue, puisque les gens vont réacheter obligatoirement, mais ça ne résout rien du point de vue de la baisse du taux de profit. Le capital ne peut pas s'en sortir du point de vue de la baisse du taux de profit. Il ne peut pas. Donc, cette tyrannie sanitaire concentrationnaire où Marx et Orwell se retrouvent dans une synthèse d'exposition parfaite, c'est notre avenir. La tyrannie sanitaire perpétuelle et sans fin. Mais on ne peut pas s'y opposer en disant liberté, abat la dictature. C'est le mensonge de la classe capitaliste dictatoriale, de la baisse du taux de profit dans sa crise définitive. Pourquoi on s'en fout? Parce que le livre 1 du Capital, section 1, dans son exposé qui s'appelle « Le fétichisme de la marchandise et son secret », et ce n'est pas par hasard si Debord, dans les commentaires sur la société du spectacle, parle du secret, nous savons que par essence, toute vérité officielle étatique est un mensonge du capital. Nous ne perdons pas notre temps à aller éplucher les obligations médiatiques de la vérité officielle pour essayer de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Nous savons par essence, dans le cadre de la section 1 du livre 1 du Capital, le fétichisme de la marchandise et son secret, que dès que l'État parle
d'une vérité officielle étatique, c'est un mensonge du capital. Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, le Lusitania, l'Inquisition, réalité du Moyen-Âge, guerre du Golfe, tyrannie sanitaire. Nous savons d'emblée que tout ce qui est vrai est présenté comme faux. Nous savons d'emblée que tout ce qui est présenté comme faux est vrai. Et nous le savons parce que dans le livre 1 du Capital, qui n'a pas été écrit par Marx pour sortir de son cerveau comme production intellectuelle, mais qui est le résultat du groupe communiste Marx-Engels qui se bat pour l'abolition du salariat, pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent, nous savons que sur tous les sujets du monde, toute vérité étatique est un mensonge universel. Et là, juste pour terminer, par rapport à tous les cénacles dissidentistes qui sont toujours à la remorque d'un gang du capital contre un autre, nous en parlions tout à l'heure. Je disais, il y a un exemple majeur. Il faut que les gens se rappellent, il faut que les gens fassent histoire, il faut que les gens fassent mémoire. Hommes de cette terre aliénée par la marchandise, vous avez la mémoire courte. Vous oubliez toujours l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé en 1956 à Budapest ? Nous fêtons aujourd'hui, en 2021, les 150 ans de la Commune de Paris de 1871. Mais il y a eu la Commune de Paris en 1871, il y a eu la Commune de mai 37 à Barcelone, où toute la gauche du capital et les libertaires ont écrasé les barricadiers. Mais 56, le prolétariat hongrois combattant se lève en disant « à bas le capitalisme d'État soviétique, à bas le capitalisme libéral occidental. Nous voulons des conseils ouvriers qui détruisent l'argent, qui détruisent l'État et qui fassent naître contre l'économie, contre la politique, une communauté humaine radicale. » Qu'est-ce qui se passe? Khrouchtchev, Kennedy, Castro, tous les gangs étatiques mondiaux au téléphone qui se mettent d'accord dans une union sacrée antiprolétarienne, exterminer les communards de Budapest. Donc aujourd'hui, face à cette tyrannie sanitaire du capital, il faut développer la ligne offensive du front de classe radical. Tous les États sont nos ennemis. On parlait de la Palestine. En Palestine, les groupes radicaux, depuis toujours, n'ont eu qu'une seule ligne de message radical, c'est la solution à zéro État. Abat tous les États. Et si demain, les Palestiniens avaient un État, comme l'a montré Rosa Luxembourg contre le léninisme et le capitalisme d'État, cet État les écraserait. Parce que cet État aurait des matraques policières qui défendraient les usines de l'accumulation capitaliste palestinienne. Un État est par essence anti-humain. Tout État est pourriture. Le combat qui surgit, le combat qui est en train de faire jaillissement, c'est le combat de l'émancipation humaine contre tous les États, contre la tyrannie sanitaire du capital et contre tous les réformateurs qui veulent nous produire une nouvelle politique, une nouvelle économie. Donc nous, en tant que prolétaires, les prolesses, qui défendons par amour nos enfants, qui voulons que nos enfants soient des êtres qui se tiennent debout, dans la jouissance, dans l'émancipation, nous nous battons contre la tyrannie sanitaire et nous allons dézinguer la tyrannie sanitaire. Le pouvoir va reculer parce que la guerre sociale, il va la perdre. Mais il va la perdre parce que nous allons lui imposer le terrain qu'il ne veut pas, le terrain de la guerre sociale. La tyrannie sanitaire, c'est la tyrannie sanitaire du capital en crise mortelle. Nous savons que ce système mondial, qui est le spectacle de la marchandise, est en train de creuser. Nous savons que le grand retour historique du prolétariat universel est en train de se faire. Et que nous dit Marx? Le centre du prolétariat universel, c'est le prolétariat européen. Et le centre du prolétariat européen, c'est le prolétariat de France. Et c'est ça que je voulais vous demander, pourquoi la France? C'est ce que je voulais vous demander juste après. Où est-ce que ça pète le plus en ce moment? En Italie et en France. Pourquoi la France? Alors, est-ce que c'est parce que c'est le pays dit des droits de l'homme, le pays, vous savez, de la dite révolution? Est-ce que parce que le français est fondeur, et si ça passe en France, ça passera partout après? Parce que c'est le Paris de juin 48. Et quand on parle du grand remplacement et que tous les gens vous disent « Ah, le grand remplacement, on veut nous remplacer, on veut nous remplacer », la plupart des gens qui parlent du grand remplacement, le capital, il n'a pas besoin de les remplacer. Ils sont déjà soumis à la règle du salariat, de l'économie, de l'État. Le prolétariat veut remplacer qui? Il ne veut pas remplacer un avocat d'affaires européen par un avocat d'affaires malien.
Un avocat d'affaires européen, c'est pas gênant. Un publicitaire européen, c'est pas gênant. Un informaticien européen, c'est pas gênant. Qu'est-ce qui veut remplacer le capital au niveau mondial? Il veut remplacer le prolétariat en tant qu'enfant des journées de juin 48 et de 1871. Et sur les ronds-points, le paysan ruiné, le petit commerçant ruiné, tous ces gens ruinés par la grande dévastation des taux négatifs, dans la grande déstructuration de l'économie mondiale, ce sont tous des prolétaires. Celui qui ne comprend pas que le paysan ruiné est un prolétaire, que le commerçant ruiné est un prolétaire, il n'a rien compris. Aujourd'hui, le prolétariat est la classe universelle de tous les hommes ruinés dans la dépossession marchande du diktat de la crise du capital mondial. Donc, les jours, les semaines, les mois qui viennent vont être décisifs. Le grand retour historique du prolétariat de la lutte de classe pour détruire l'économie, pour détruire la politique et pour créer une communauté humaine sans argent et sans État, face à tous les réformateurs qui vont venir nous proposer une nouvelle politique, une nouvelle économie, une nouvelle refondation, un rééquilibrage des macrosystèmes et des microsystèmes. À bas, lutte de classe intégrale, intransigeante, contre l'économie, contre la politique, pour l'abolition du salariat et pour l'abolition de l'État. Les gilets jaunes vont renaître sous une autre forme. Derrière le simple gris-gris de la tyrannie sanitaire, la compréhension du fait que cette tyrannie sanitaire est la tyrannie sanitaire du capital, ça va surgir. Tout va surgir. Et quand vous me disiez tout à l'heure, les gens au début sont abattus, les gens au début sont toujours abattus. Parce que les gens qui commencent à bouger sont les gens écrasés par le système. C'est stimulant. Moi, je trouve ça stimulant personnellement. Voilà. Je suis peut-être sado, mais je trouve ça stimulant. Mais si vous voulez, moi, je me rappelle très bien, bon, j'ai participé à des grèves plus ou moins radicales dans les années 70-80. Les gens qui se mettent en grève, 48 heures avant la grève, ils étaient tous soumis. Et puis, quand ils se mettent en grève, ils sont moins soumis. Mais 4 jours après la grève, ils sont encore moins soumis. Et puis, 1 mois et demi, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, il faut comprendre que les gens écrasés par la tyrannie sanitaire, qui sont enfermés dans le vaccin, pas le vaccin. La grande puissance de la tyrannie sanitaire, c'est qu'elle enferme la contestation dans les méandres de sa médicalisation. Les gens, à travers Réinfo Covid, contestent le sanitaire dictatorial à travers le sanitaire. Il faut sortir du sanitaire. Sortez du sanitaire, retrouvez le chemin de la compréhension sociale, de la crise radicale, du grand bouleversement historique, et là, l'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même, contre tous les partis, contre tous les syndicats, pour enfin produire une vie où on est debout et où nos enfants ont une vie de jouissance et un véritable avenir anti-marchand, la vraie jouissance. Non pas la jouissance de l'accumulation marchande, mais la jouissance cosmique de la beauté des arbres, de la lumière.